continue aujourd'hui la partie modélisation de la géométrie en analysant les autres concepts de la représentation de la géométrie. Et dans la deuxième partie, on va passer dans la partie animation. Dans la deuxième partie du cours, on va entrer dans la partie animation. Ok? Donc, on a vu hier les polygones, on a vu les patchs qui peuvent être représentés comme un ensemble des surfaces d'ordre supérieur, et on a vu le concept de surface de subdivision qui vous permet de passer d'un maillage de base, un maillage en basse résolution, vers un maillage plus fin pour lequel vous essayez d'avoir une certaine un lissage et donc arriver vers des maillages plus constants. Dans la partie subdivision surface, on a bien vu, si vous utilisez des règles de subdivision sur un maillage, par rapport à chaque règle de subdivision, vous obtenez des maillages plus lisses. Toutefois, du fait que vous n'introduisez pas d'une information, la surface limite d'un maillage subdivisé est toujours une sphère. Donc vous avez besoin de représenter aussi d'autres choses que la sphère. Il y a ce concept de maillage subdivisé mais contrôlé qui vous permet de déjà subdiviser le maillage, donc introduire des nouveaux points, mais de déplacer ces nouveaux points sur le maillage cible. Et on a vu les offsets, ces déplacements des sommets subdivisés vers le maillage cible. Ces deltas peuvent être codés par différents moyens, mais un codage de très bonne qualité, c'est lui donné par une décomposition en delta. OK. Le standard MP4 contient cet outil en considérant comme maillage, comme règle de subdivision les trois que vous avez présentés hier, Caterpillar, Loop et Butterfly, et la décomposition des offsets pour chaque sommet qui est introduit est faite sur une base des sommets. Bon, un autre concept qui peut être utilisé pour la représentation, pour la modélisation de la géométrie, c'est celui qui s'appelle le mesh grid. Il consiste dans l'association entre l'objet et le volume qui l'entoure. Donc, imaginez-vous ce petit bonhomme. Notre problème à résoudre, c'est toujours représenter son maillage. Vous avez vu avec les polygones, avec l'index T7, on présente le maillage en sélectionnant des points sur le maillage, X, Y, Z et la connectivité. L'idée dans la représentation mesh grid est d'utiliser une grille plus ou moins uniforme. Vous voyez, elle est bien définie sur les trois axes, mais elle peut ne pas être uniforme. Comme support pour représenter les sommets du maillage, non pas par un rapport, par un système de coordonnées X, Y, Z, comme dans le cas des polygones, mais par rapport à des déplacements locaux par rapport à la grille. Plus en détail, cela revient à représenter la grille, qui est la partie verte, donc tous les sommets de la grille, avec leur position X, Y, Z, et la connectivité qui s'applique sur notre maillage. Donc au lieu de représenter les X, Y, Z de chaque sommet du maillage, on représente les X, Y, Z des points de contrôle de la grille. Et tous les sommets de notre maillage, les sommets jaunes ici,
vont être représentés par rapport à des points qui sont sur la grille. Oui. Typiquement, celui-là, il va être associé aux 3 points de la grille et on va le représenter comme des offsets dans un système de coordonnées locales. Qu'est-ce qui vous apporte cette représentation? Les valeurs des offsets, bien sûr ça dépend de l'échantillonnage de la grille, mais ces valeurs sont beaucoup plus petites en amplitude que les valeurs x, y, z de manière tranquille. Vous avez à coder des valeurs dans un intervalle rectique et surtout contrôlable par rapport à la densité de la grille. Donc là, la valeur du sommet, c'est une valeur relative. Ça vous permet également des phénomènes de déformation. Typiquement, comme les sommets de la grille sont représentés, comme les sommets du maillage sont représentés par rapport à des sommets de la grille, si vous déplacez la grille, une déformation, tous les sommets qui sont dans le voisinage peuvent être influencés. Vous avez un exemple en haut, on va déplacer les sommets rouges de la grille, et donc les sommets jaunes du maillage vont être déplacés de la même manière. On peut obtenir certains effets de déformation que d'ailleurs vous allez vous-même pratiquer pendant l'été. Donc là on voit, il s'agit d'un objet en sorte de haut pylône avec une tête. C'est parce qu'on déforme la grille en bas que tout le maillage se déforme. Ça s'appelle aussi le freeform deformation, vous allez le trouver en 3ds Max. Ça vous permet d'avoir à la fois un contrôle qui est global par rapport à votre sommet par sommet, vous avez un effet plus global, et garder la continuité. Okay. Voilà quelques autres exemples. Là, on fait une simple rotation de la partie haute de la grille, et donc c'est tout l'objet qui se déforme. Bien sûr, vous n'allez pas pouvoir obtenir n'importe quel type d'effet d'animation locale, mais pour des animations globales, c'est tout à fait possible. Ok, une autre représentation sont ce qu'on appelle les solides, qui est une représentation s'appuyant sur des équations implicites. On prend l'exemple tout simple d'un plan. Un plan en 3D est donné par 4 paramètres. C'est l'équation du plan. Et pour faire le rendu d'un point quelconque dans l'espace, vous avez à faire le test si ce point x, y, z se trouve sur notre plan à droite ou à gauche. Et ça, c'est l'exemple de ça. Donc, on peut faire le rendu de plan à l'écran en faisant cette analyse. Pour tous les sommets x, y, z qui sont dans notre espace de visualisation, on va calculer la valeur par rapport au plan, et donc on va pouvoir lui donner la couleur qui est celle du plan si l'équation est 0, ou une autre couleur si c'est plus petit que 0 ou plus grand que 0. Ça, c'est le concept basique. Avec des équations implicites, on peut représenter des plans, mais on peut représenter des formes. Vous allez voir des formes très variables. Ça dépend de l'équation, du degré de l'équation que vous utilisez. Typiquement, vous voyez ici avec des formes qui sont obtenues avec des quadriques, ceux qui sont en haut, donc une équation du degré 2 ou quadratique, une équation du degré 4 vous permet de créer ces formes. Vous allez dire, d'accord, j'ai des formes sous forme de cercle, cylindre, torus, mais est-ce que je peux créer des vraies formes qui correspondent à des choses réelles? La réponse est oui, parce qu'on peut définir sur cette forme une arithmétique. Typiquement,
bâtiment, ici vous avez la visualisation d'un moteur, d'une partie d'un moteur, qui est obtenu comme un système d'équation implicite. Comment ça fonctionne? Imaginez-vous que vous avez plusieurs équations implicites. Donc pour chaque pixel, quand on fait le rendu de cette image, pour chaque pixel de notre image, qui correspond à un point 3D, on vérifie dans le système d'équations le résultat pour ce point 3D spécifique. Pour certaines équations, il va être, quand on est à l'intérieur, pour certaines équations, il va donner la valeur 0, et donc on va prendre la couleur qui est définie pour cette équation. Et on fait cela pour toute l'image, et donc pour tout l'espace 3D qui est dans l'image. Quelques exemples d'équations. Il y a une fonction d'ordre 2, et pour laquelle, si on va lui associer une valeur 0 en 2 par rapport à la vérification si la fonction est égale à 0 plus grande que plus. Il y a des exemples qu'on peut utiliser, c'est soit des quadriques du deuxième degré, c'est typiquement ce type de forme que vous allez obtenir, ou quadratique, calcul de quatrième ordre, c'est ce type de forme. Donc vous pouvez imaginer, si vous avez une combinaison entre les deux, ça fait un système d'équations, et vous pouvez avoir soit des unions, soit des intersections, soit des différences. Quelques exemples. Voilà, entre deux fonctions, on peut définir des relations, et dans l'image que vous avez ici, avec les deux sphères, on retrouve l'intersection et une opération qui donne le volume de l'intersection, soit un cercle d'intersection sur le volume. Typiquement, ce type d'objet peut être obtenu comme une composition entre le cylindre, à l'origine, c'était un simple cylindre, sur lequel on a promené une petite sphère pour faire l'érosion. Okay. Et tout ça, on peut la représenter dans un système d'équation. Pareil pour cette sphère ici, on a pris ce petit cylindre, on l'a fait bouger dans la sphère, et donc on a pu extruder de la sphère cette forme. Et donc cette sphère-là, avec le trou, correspond à un système d'équation. La difficulté de cette représentation est plutôt le manque d'intuition. Vous pouvez difficilement, en partant d'un objet réel, imaginer quels sont les coefficients des équations qui vous conduisent à la réalisation de l'objet. Mais il existe des bibliothèques spécifiques qui ont déjà des templates, et en général, en combinaison des templates, vous pouvez arriver à la bonne définition. Voilà un autre exemple, une sphère qui est promenée dans une autre sphère. Pour vous donner un peu l'idée de la puissance de cette représentation, quelques exemples. Dans la biotechnologie, dans l'architecture, dans la mécanique, même dans le décor. L'avantage de cette représentation, c'est que vous avez une information volumique. Il ne s'agit plus d'une approximation par une surface, mais vous avez à tout moment l'information de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de chaque objet. Pourquoi? Parce que le calcul est fait en temps réel. Donc à chaque fois qu'une image est calculée, une image rendue, vous vous posez la question, ce point X, Y, Z de l'espace, comment il se situe par rapport au système d'équation. Donc vous pouvez faire des coupes, comme illustré dans le modèle en haut, vous avez l'intérieur de l'objet. Vous savez que l'intérieur de l'objet a la même couleur
ici, parce qu'il correspond à la même solution du système d'équation. Un autre avantage, c'est que vous pouvez faire un zoom infini. Dans une représentation en polygone, quand vous vous approchez de l'objet, vous constatez de plus en plus visuellement les défauts. Parce que, encore une fois, la représentation par polygone, c'est des petites approximations. Comme pour les solides, il s'agit de la géométrie exacte. Pour ces pièces d'échec, quand je les vois de loin, c'est une représentation tout à fait comparable avec la représentation par polygone. Mais quand je m'approche, on voit, même à un niveau de détail très proche de l'objet, que je retrouve une représentation exacte de la géométrie. Parce que pour le nouveau zoom, pour la nouvelle image, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va reprendre à nouveau tous les points de l'espace. On va faire la vérification, donc on va pouvoir calculer la couleur. Bon, comme vous pouvez imaginer, dans la vie, en général, quand vous avez quelque chose de génial, ça vient avec un prix. Le prix de la représentation solide, autre que le fait, c'est assez difficile d'avoir une intuition dans la création du contenu. Le vrai prix vient de fait qu'au niveau du rendu, plus que rendre à l'écran les pixels, il y a le calcul du système d'équation qui peut être très complexe. Et du coup, il n'existe pas, à l'heure actuelle, des représentations des moteurs de rendu temps réel pour les solides aussi compliqués que ceux que vous voyez à l'écran. Donc, ce sont plutôt utilisés dans la 3D non temps réel. Typiquement, la 3D pour les dessins animés, pour les films, mais pas la 3D pour les jeux ou applications interactives. Finalement, il y a un autre avantage de la représentation par solide qui est celui de la compacité. Il s'agit maintenant de représenter des coefficients des polynômes, okay, qui peuvent être des systèmes d'équations très complexes, bien sûr, mais ça reste, vous avez vu, il s'agit des fonctions du deuxième degré ou du quatrième degré, donc un nombre assez limité de coefficients. Ils sont des flottants, mais sont très limités. Pour quelques exemples, cette sphère avec des plein de petites sphères autour, ça pèse dans les 21 kilobits, jusqu'à la cathédrale à 1,1 méga. En sachant que cette cathédrale contient aussi l'information de ce qui est à l'intérieur de la cathédrale. Okay. Quand on fait un zoom, on peut entrer dans la cathédrale, on voit les meubles, on voit. Donc on peut constater, oui, c'est en effet très, très compact. Ok.